Monsieur le secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les directeurs, directrices, vice-directeurs, chères consoeurs, chers confrères, Mesdames et Messieurs, chers amis, c'est avec joie que je vous accueille pour cette séance publique de la classe des lettres et des sciences morales et politiques de l'Académie royale de Belgique de cette année 2022. Et je vous remercie vivement de votre présence en ce moment symboliquement significatif de notre institution. Chaque année, nous nous réunissons à une date qui est la plus proche de celle de la naissance de la fondatrice de notre Académie, l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche. C'était le 13 mai 1717, il y a tout juste 250 ans. C'est donc plus que jamais, en cette année où notre Académie existe depuis un quart de millénaire, l'occasion de saluer notre fondatrice, une femme de tête, d'action et de cœur, en considérant les missions fondamentales qu'elle a confiées à notre institution quant au développement des sciences et des arts. Chaque année, cette date anniversaire nous offre l'occasion de rendre hommage à nos confrères récemment disparus, de célébrer les lauréats des prix et concours de l'Académie, c'est-à-dire des chercheurs qui sont les forces vives de la recherche scientifique d'aujourd'hui et de demain, et d'aborder une question significative pour tous. En cette année du 250e anniversaire, les académiciens ont décidé de se donner une problématique commune qui facilite le dialogue interdisciplinaire et permette d'entrer davantage en synergie entre les 4 classes, lettres, sciences, arts, technologie et société. C'est ainsi que nous réfléchissons conjointement à ce qui unit science, art et citoyenneté. Cette question se pose aujourd'hui avec une acuité particulière puisque notre présent est marqué, entre autres, par 2 plaies que, dans l'aveuglement que peut procurer le confort, nous pensions à tort reléguer au passé, la pandémie et la guerre en Europe. La première s'éternise en raison de son caractère planétaire difficilement gérable, et la seconde bouscule brutalement notre certitude que les guerres de conquête ont cessé en Europe et que la négociation pacifique entre nations est une réalité assurée. En cette période grave, l'Académie, pour accomplir sa mission, souhaite porter une impulsion décisive au niveau international afin d'orienter l'attention des savants et artistes dans leur travail au service des conditions de paix. À cet effet, elle vient de créer un comité académique pour une paix durable et de mettre sur pied 4 prix pour soutenir des savants et artistes actuellement en difficulté, qu'ils soient afghans, ukrainiens ou russes opposés à la guerre. Sur cet horizon, j'ai souhaité placer cette séance publique de la classe des lettres et des sciences morales et politiques sous le titre « Faire sens dans l'effondrement ». Les intellectuels et les artistes ne peuvent pas changer la nature du monde tel qu'il va, qui apporte à chacun son lot de douleurs. Mais ils peuvent le traverser en éclairant ce qui fait sens dans les événements, et ils peuvent contribuer à faire voir ce qui, en temps de désastre, doit être développé et soutenu sur le plan du travail intellectuel et créatif. Pour aborder cette problématique, je serai accompagnée par 2 chercheurs qui aborderont la réflexion sous des angles d'approche complémentaires. Pour ma part, que romaniste spécialisée dans les représentations littéraires, j'évoquerai la faculté de la littérature à faire voir ce qui se trouve dans les angles morts de notre perception commune. Cynthia Fleury, philosophe et psychanalyste, nous entretiendra du lien spécifique qu'elle observe entre ressentiment, effondrement et démocratie. Ensuite, Karl Havelange, historien de l'art, membre de la classe des arts de l'Académie, évoquera pour nous la puissance expressive des mondes fragiles. Premier volet de ce triptyque, lire pour voir dans les angles morts. Pourquoi avons-nous besoin de nous raconter des histoires alors que la réalité est celle des événements terribles que nous voyons? Parce que nous pouvons leur donner une forme, parce que nous pouvons leur donner une âme.
Ces propos ne sont pas les miens ni ceux d'un écrivain. Ce sont ceux d'un magistrat qui a notamment défendu les intérêts des enfants soldats et qui est intervenu devant le tribunal international pour le génocide au Rwanda. Il s'exprime ici à propos du film « Tribunal sur le Congo » de Milo Rau. L'artiste a instauré un tribunal du peuple qui réunit des victimes, des bourreaux, des témoins et des experts à propos de massacres et de crimes de guerre non traduits en justice. Un procès fictif, mais hautement symbolique, s'est tenu à Bukavu au printemps 2015. Cette performance a permis de mettre des mots sur le non-dit de toutes les parties. Et elle a ainsi assigné, comme le souligne le juge Gillicène, une forme et aussi une âme, toutes deux offertes en partage, à ce qui était resté jusque-là dans la grisaille anonyme, douloureuse et incommunicable de l'informulé. Pourquoi le faire sous forme de fiction ? Les discours scientifiques permettent de faire sens dans l'effondrement en requérant l'intellect. La fiction permet d'atteindre le grand nombre par l'apport d'une forme et d'une âme en convoquant la sensibilité. La littérature et les arts, qui ancrent le sens dans les éléments de type sensoriel et émotionnel, sont considérés aujourd'hui comme un secteur non essentiel de l'activité. Mais rappelons qu'ils sont une réalité d'ordre anthropologique. L'impulsion de la représentation est vieille comme l'espèce humaine. Elle répond à un besoin de mise à distance du vécu et d'élaboration de symbolisation caractéristique du genre humain. La littérature, disait de manière elliptique l'écrivain Fernando Pessoa, la littérature est la preuve que la vie ne suffit pas. Ainsi, on n'a jamais écrit davantage que durant ces 2 ans de pandémie et tous les éditeurs sont aujourd'hui saturés de manuscrits. Et certains livres qu'on avait relégués au rang de ces classiques dont on connaît le titre ont retrouvé un succès de lecture sans équivalent. J'aimerais insister aujourd'hui sur le fait que dans le besoin de sens qui nous étreint lorsque le réel se présente de manière perturbante et incertaine, la littérature permet, comme les autres arts, mais avec certaines spécificités de discours sur lesquelles je reviendrai, de voir dans les angles morts, c'est-à-dire de nous orienter comme le ferait un rétroviseur qui permet de voir derrière soi et à côté de soi ce qui échappe au champ de vision directe. Et qu'à cet effet, la littérature est une école de complexité et aussi de perplexité, apprentissage qui favorise une conduite plus juste de notre existence. Marcel Proust, qui vivait confiné chez lui, était plus que tout autre conscient de ce que la littérature donne accès à ce qui nous est naturellement inaccessible. Nous pouvons sortir de nous, disait-il, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n'est pas le même que le nôtre et dont les paysages nous resteraient aussi inconnus que ceux qu'il peut y avoir dans la Lune. Ce savoir accru concerne les lieux autant que les époques. Les littératures qui se rapportent au passé ou à l'ailleurs, soit qu'elles en proviennent, soit qu'elles en parlent, s'adressent à notre désir d'en savoir plus sur les mondes qui nous sont étrangers et apportent de facto une valeur cognitive. Et toute œuvre littéraire, qu'elle soit de facture réaliste ou totalement fantaisiste, nous ouvre les portes d'un univers intérieur nouveau qui peut relativiser le nôtre et nous empêcher, à tout le moins, de l'absolutiser. C'est en quoi cette ouverture sur l'au-delà de nous-mêmes revêt une fonction éthique. Les circonstances que nous traversons actuellement m'engagent à prendre pour exemple 2 remarquables romans français contemporains qui traitent de la guerre sous des angles inaccoutumés, décalés à l'égard de la perception commune. La guerre, malheureusement, gouverne l'humanité depuis toujours. De tout temps, on n'a jamais été à court d'arguments pour faire comprendre qu'elle est nécessaire ou inévitable et pour arriver à faire consentir à y entrer quoi qu'il en coûte. Une fois enclenchée, la mécanique s'emballe d'elle-même par le besoin de justice, l'envie de représailles ou la soif de vengeance, quand ce n'est pas, comme le constatait avec désolation Jean Giono, parce que la violence elle-même peut être enivrante. Dans « Écoutez nos défaites », paru chez Actes Sud en 2016, Laurent Godet entreprend de raconter
que ce que fracasse une guerre, ce ne sont pas seulement ses contemporains pris dans la vrille infernale de l'événement, pas seulement les victimes immédiates, les morts, les mutilés, les endeuillés, les exilés, et leurs descendants qui héritent de leurs brisures. Ce sont aussi ceux dont les victoires au prix du sang reviennent sur eux en boomerang. Les vainqueurs d'une guerre sont d'emblée aussi des vaincus. Ce livre nous fait voyager à un rythme exaltant entre les époques et entrer dans les pensées secrètes d'hommes qui ont contribué à construire l'histoire en le payant chèrement. Le roman se présente comme un tissage où s'entrecroisent incessamment les fils des récits de différentes périodes, habilement agencés par un narrateur omniscient et invisible qui surplombe l'ensemble en entrant dans toutes les consciences. 5 hommes, 3 figures historiques et 2 personnages de fiction situés pour leur part dans le temps présent. Une seule femme, Mariam, une archéologue irakienne contemporaine qui tente de sauver des œuvres d'art dans la zone dévastée du Moyen-Orient et parallèlement de combattre le cancer qui la ronge. Au fil des pages, des parallélismes s'esquissent entre ces 6 trajets et certains lieux permettent de traverser l'épaisseur du temps pour faire se croiser les destins. Le récit est construit comme un contrepoint musical, c'est-à-dire une composition dans laquelle différentes mélodies suivent chacune leur déroulement propre, mais à certains moments se croisent et parfois même se font écho. L'histoire des protagonistes du XXIe siècle se découvre en alternance constante avec celle des luttes menées par Hannibal marchant sur Rome, par le général Grant engagé dans une guerre totale contre les sudistes durant la guerre de sécession, et par le Négus, le roi d'Éthiopie, Haïlé Sélassié, luttant contre le fascisme italien. On suit au pas à pas l'avancement de ces causes, également comprises comme justes, mais qui dégénèrent bientôt mêmement en sales et vains massacres. De bataille en bataille, le rapport de force en présence hésite, puis l'histoire bascule en faveur d'un des 2 camps affrontés, avec l'amertume en partage pour tous. Les vainqueurs ont perdu leur valeur fondamentale et les vaincus se rendent compte dans l'après-coup qu'ils n'ont jamais été aussi grands que dans la dignité maintenue au moment de leur défaite. La fin de vie de tous les chefs de guerre offensive est misérable, honte et déclin, assassinats programmés et parfois consentis, suicide. Leur cadavre lui-même peut être injurié, peuvent-ils encore, tous ces hommes, reposer en paix? Ces éléments historiques se trouvent enchâssés dans un récit-cadre contemporain qui est celui d'une double rencontre. Dans un hôtel de Zurich, Mariam croise Hassem, un agent de renseignement français mêlé entre autres à la mission de mise à mort de Kadhafi. Il voulait être dans l'histoire, sentir son souffle, être au cœur du battement du cœur des choses. Mais désormais, il est las d'avoir vu défiler les régimes politiques et mourir les hommes. Une nuit suffit à Mariam et Hassem, qui se savent mêmement en bout de course, pour se sentir étroitement unis. Quelques vers de Cavafi, dont se souvient Hassem, et qui résonnent étrangement en la jeune femme, scellent leur entente. Ils déclenchent ce que les Grecs appelaient un kairos, un instant fécond. Les amants d'un soir ne se reverront jamais, et cependant, ils tireront de leur rencontre la force d'aller jusqu'au bout de ce que l'un et l'autre ressentent comme le juste accomplissement de soi. Hassem a accepté une dernière mission, retrouver un certain Sullivan pour l'empêcher définitivement de nuire. Il s'agit d'un ancien membre des commandos d'élite américains qui a pris part à l'assassinat d'Oussama Ben Laden et qui se trouve soupçonné de trafic suspect. Lorsqu'Hassem le rencontre, il se trouve confronté à son double désenchanté, un être d'une lucidité blessante. « Avez-vous gagné, lieutenant ?» lui demande l'agent américain, qui répond lui-même à sa question. « Les batailles qu'on nous a demandé de gagner, nous les avons gagnées. Mais nous savons que nous sommes vaincus. Quelque chose est allé trop loin. On a perdu son sens. » L'agent français se sent percé à jour, ébranlé, intimement en accord avec l'exprime son homologue. Sommé par Sullivan de se prononcer par loyauté quant à ce qu'il devrait faire, vivre ou mourir,
Assam consent à le laisser mettre fin à ses jours, car la mort, légitimée par un père, est le seul soulagement que cet homme accablé puisse encore espérer. Dans cet univers amer et sombre, quelques étincelles de lumière viennent alléger le paysage et rouvrir l'horizon. Or, c'est à chaque fois la puissance de la parole, a fortiori dans sa quintessence littéraire, qui fait éclater le carcan. Assam est conscient que l'expression de son alter ego de leur condition de défaite a été pour lui un moment de révélation essentielle, un rare instant de vérité. L'Américain lui avait lancé, en l'invitant à se revoir, « Nous reprendrons notre conversation si les mots ne vous ont pas quitté d'ici là. » Assam est en fait bien en peine de trouver les mots qui justifient ses actes et qui ne sont qu'obéissance aux ordres donnés par des puissances politiques changeantes. Contrairement à ceux qui se battent pour la libération des peuples, comme le Négus, Assam s'agite pour des motifs dépourvus de nobles causes. Quels mots peut-il mettre, lui, sur ce qu'il fait ? Cette question fait écho chez Assam à sa brève rencontre du poème palestinien Mahmoud Darwish, qu'il avait quitté sur la phrase « Ne laissez pas le monde vous voler les mots ». Or, Assam doit bien avouer qu'il a laissé le monde lui voler les mots. Il a été question que de gestes. L'action qui s'empare de tout ne laisse plus de place à rien. Assam n'a plus de mots en lui. Pourtant, il arrive à prononcer le mot « mourir », qui accorde à Sullivan le droit au suicide. Et le visage de l'agent américain alors s'éclaire comme si c'était le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire. Mais ce cadeau est réciproque, car c'est par cette demande terrible qui exigeait l'authenticité qu'il a rendu à Assam la possibilité d'être un porteur de paroles vraies, fortes de sens et de compassion. Comment trouver un langage de vérité ? Le récit apporte à cette question des indices qui sont moins historiques que littéraires. L'oncle d'Assam, grand lettré, avait attiré l'attention de son neveu au moment de son premier départ en mission sur le message que délivre le mythe de Troie. Ce que disait le mythe, c'était que, avant même de toucher la guerre d'Asie mineure, avant même d'apercevoir les murailles d'Ilion, Agamemnon avait perdu. Il avait dû tuer sa fille. Quelle victoire valait cela ? L'oncle avait insisté sur le fait qu'on ne peut pas partir au combat avec l'espoir de revenir intact. Souviens-toi de Mycène. Au départ déjà, il y a le sang et le deuil. Au départ déjà, il faut accepter l'idée d'être amputé de ce qui vous est le plus cher. Il avait initié Assem à la poésie de Césaire, d'Éluard, de Néruda, entre autres, pour qu'il réalise que prendre part au grand jeu de la guerre, c'est perdre sa liberté. Mais le jeune homme ne les avait pas entendus. C'est cependant à la poésie qu'Assam s'accroche lorsqu'il se trouve brusquement en présence de la sincérité sans fard de Mariam au cours de leur brève rencontre. Et ce sont des vers de Cavafi qui scellent entre eux un pacte de confiance inébranlable. Car c'est ce poème qui décide Mariam de confier à cet inconnu qui la bouleverse ce qu'elle possède de plus précieux. Une statue de Bès, petit dieu égyptien, pour faire fuir les forces du mal, talisman que l'on glisse sous la tête des agonisants à l'instant de mourir pour qu'ils veillent sur eux dans l'au-delà. Cette statuette, pillée jadis dans une tombe, vieille de milliers d'années, représente à ses yeux la longue chaîne d'archéologues qui acceptaient en la prenant la part d'ombre de leur métier. En la faisant passer dans les mains d'Assam, Mariam fournit l'occasion d'une résilience. En effet, Assam, arrivé au lieu même de la terrible bataille livrée par Hannibal aux Romains à Cannes, l'enfouit dans ce sol labouré par les glaives et peuplé de squelettes, et il sait que c'est juste. Car le petit Dieu vient protéger tous les cadavres qui ont jonché les territoires en guerre, y compris ceux qui sont restés sans sépulture, et apaiser l'âme de ceux qui, comme Hannibal, Grant et le Négus, mais aussi comme Sullivan et d'autres agents de violence, tous ceux qui savent qu'ils ont été trop loin, qu'ils se sont perdus trop longtemps pour qu'il y ait victoire. Ce roman entremêle ainsi diverses destinées, toutes sous-tendues par l'imploration qui donne son titre au roman « Écoutez nos défaites ». Il débouche sur une forme de paix
ancrée dans la reconnaissance des erreurs et dans l'affrontement serein à l'irréversible. Et le roman s'achève sur un chœur de suppliants qui appelle à la pacification intérieure dans une douceur mêlée de volupté. La littérature de fiction qui s'attache à faire entendre dans les angles morts de l'histoire ce type de suppliant peut sans doute s'apparenter à l'antidote à la violence que convoquait de manière bien réelle pour sa part le père de la nation indienne Gandhi, lui aussi confiant dans le langage. Il a en effet adressé 2 lettres à Adolf Hitler. Dans la première, le 23 juillet 1939, il écrit « Il est assez clair que vous êtes aujourd'hui la seule personne au monde qui puisse empêcher le déclenchement d'une guerre pouvant réduire l'humanité à l'état sauvage. Devez-vous payer ce prix pour atteindre un objectif aussi précieux vous semble-t-il » 1 an et demi plus tard, le 24 décembre 1940, il tente un second appel en ces termes. Nos dirigeants peuvent avoir nos terres et nos corps, mais pas nos âmes. Nous avons trouvé dans la non-violence une force. Dans la technique de la non-violence, il n'existe pas quelque forme de défaite. Si vous gagnez la guerre, cela ne signifiera pas que vous aviez raison. Cela prouvera seulement que votre pouvoir de destruction était plus fort. Vous ne laisserez aucun héritage à votre peuple dont il puisse se sentir fier. Il ne peut pas tirer fierté d'un récital de cruauté aussi ingénieusement organisé qu'elle puisse être. Les lettres ont, semble-t-il, été interceptées et ne sont jamais arrivées au Führer, mais on est en droit de douter de l'impact qu'elles auraient pu avoir sur les convictions intimes et la politique d'un dictateur narcissique. Les sentiments complexes et l'introspection critique que Laurent Godet prête à Hannibal, à Grant et au Négus sont sans doute de bienheureuses rêveries, au même titre que ses protagonistes imaginaires Assam, Sullivan et Mariam. Mais les lire fait surgir une autre subtilité de pensée, car on ne sort pas de ce récit sans en être affecté. On regarde désormais sa propre existence comme une minuscule embarcation soulevée par les éternelles marées meurtrières du monde, et on se sent pris de l'urgence de s'atteler, en s'appuyant tant que faire se peut sur le pouvoir rassénérant de la parole, à la seule conquête qui en vaille la peine, celle du bonheur de vivre et d'épanouir son humanité dans la paix. Si l'écrivain peut trouver des mots pour l'informuler, c'est qu'il est appelé à offrir un territoire à la subjectivité, une dimension qui n'est pas prise en charge dans les discours officiels relatifs à la guerre. Les 3 types de discours que sont l'actualité médiatique, l'histoire et la justice s'attachent à rendre compte de la factualité de la guerre sous un angle radicalement différent. Le discours médiatique, qui se tient dans la simultanéité des faits, a pour mission d'informer la société, ce qu'il réalise sous un angle idéologique particulier plus ou moins conscientisé, et dans la perspective de produire une parole univoque. Le discours historique, qui requiert la distance temporelle propre à l'étude exhaustive des sources, s'entend à repérer objectivement les causes, les acteurs, les conséquences des faits sur l'axe du déroulement diachronique. Le discours juridique répond à un idéal de justice. Il vise dans l'après-coup l'intelligibilité des faits en vue de dégager des responsabilités pour poser un jugement. Ces 3 modes de discours rendent compte de réalités socialisées et sont un service à la société. Par contraste, la littérature peut se focaliser sur l'intériorité des acteurs, des témoins et de leurs descendants, ce qui induit un infini jeu de nuances, d'ambivalence, de complexité liées à la prise en charge des subjectivités. Je vous propose un autre exemple de ce processus à l'œuvre dans un roman poignant de Jérôme Ferrari, « À son image », texte également publié chez Actes Sud et qui a obtenu le prix littéraire du Monde en 2018. Jérôme Ferrari invite à s'interroger sur la portée de la représentation photographique de la violence et il met en évidence, lui aussi, le pouvoir de l'expression verbale à déterminer le sens.
Le roman met en scène Antonia, une jeune photographe de guerre qui se trouve confrontée dans l'ex-Yougoslavie à l'irreprésentable. Les clichés, pris par l'héroïne dans la fiction, sont mis en lien, comme le précise la postface, avec des photographies réelles de reporters, non reproduites, mais décrites, commentées ou citées en exergue à chaque chapitre. Il est donc facile au lecteur de s'en remémorer ou de les retrouver. Le récit cadre est le déroulement de la messe de funérailles d'Antonia, qui n'a pas survécu à son expérience de témoin de la violence incessante du monde. Quant au récit enchâssé dans ce contexte, il contient différentes allusions à des photographes connus. Ainsi, Gaston Chéreau, que l'on considère comme le premier reporter de guerre, exprime la sidération devant les mises à mort et la scission intérieure qu'elle provoque en lui, qui l'entraîne à doubler le discours de glorification des vainqueurs auquel sa fonction officielle l'oblige, d'une parole intime qu'il réserve pour son épouse. Dans la nuit, à 4 heures du matin, il assiste à l'exécution sur la place du marché au pain où l'échafaud a été dressé. Il en fait un compte-rendu d'un irréprochable professionnalisme dans Le Matin. Mais à sa femme, il écrit qu'il n'a pas voulu dormir de peur de faire des rêves terrifiants. Il ne comprend pas l'apparente indifférence avec laquelle les condamnés sont morts. Il ne comprend pas non plus l'indifférence de la foule qui s'est massée autour du gibet, autour duquel les 14 cadavres restent suspendus toute la journée au soleil dans l'épais vrombissement des mouches. Et il prend en photo tout ce qu'il ne comprend pas. Il s'approche des pendus. Il fait des gros plans sur leurs visages. Il les trouve très beaux. Il est tout près d'eux, personne ne s'approche d'aussi près. Il ne détourne pas le regard. « J'en pleure encore », écrit-il. Le récit évoque aussi le travail du photographe serbe Hrista Marjanović durant la Première Guerre mondiale. D'abord, il prend des clichés à des fins de propagande guerrière. Il accumule les photos des supplices, il les classe, il les annote. En 2016, elles seront exposées au Louvre et au Victoria Museum avant d'être envoyées aux États-Unis. La bestialité de l'ennemi est désormais documentée et chacun peut se repaître du spectacle tout en s'octroyant le luxe de l'indignation. Mais ensuite, le reporter rend compte de la misère dans les hôpitaux et selon le commentaire du narrateur, il abandonne toute ambition esthétique pour s'en donner une sur le plan éthique. Il ne cherche pas le meilleur point de vue, il veut simplement garder la trace de ce qui s'est passé ici. Au dos de la photographie, il note « mort 15 minutes plus tard ». Et au fil du temps, il se trouve dans l'impossibilité d'exercer encore le rôle de photographe. Et le narrateur suggère le motif de cette renonciation. Peut-être être simplement parce qu'à ses yeux, il ne restait plus rien à photographier dans le monde épuisé qui l'entourait. Tout avait été dit, répété jusqu'à la nausée, dans un insupportable bégaiement. L'évocation, par le biais d'un narrateur, de l'intériorité du reporter placé dans la position de témoin obligé de la violence, permet de signifier la conscience d'en devenir un possible complice. Si les clichés sont factuels et se veulent objectifs, le récit tissé autour d'eux affirme pleinement la subjectivité du sens. Le roman soulève ainsi l'instrumentalisation voyeuriste possible du travail de reportage par l'évocation du cas authentique de Kevin Kartner. Récompensé par le prix Pulitzer pour l'image d'un enfant africain qui meurt de faim à un vautour posté derrière lui dans l'attente de son cadavre, le jeune photographe finit par se suicider suite aux accusations dont il est l'objet, produites par un angélisme aux effets pervers. Très rapidement apparurent des photomontages sur lesquels la tête de Kevin C. remplace celle du vautour. De bonnes âmes indignées lui reprochaient d'avoir actionné le déclencheur au lieu de secourir l'enfant. Que la photo soit obscène, c'était indiscutable pour Antonia, comme ce devait également être indiscutable pour Kevin C. lui-même, et c'était sans doute la raison pour laquelle il l'avait prise, afin que nul ne puisse prétendre ignorer l'obscénité du monde dans lequel il consentait de vivre. Kevin C., quant à lui, n'y consentit pas bien longtemps. En un mot,
Si le reporter est le témoin malheureux de la guerre, le narrateur romanesque est par-delà cette instance l'écrivain qui choisit ce dispositif textuel. Endosse ici le rôle du témoin, celui que Paul Celan appelait de ses voeux dans le vers célèbre d'Ashen Glory, « Niemand zeugt für den Zeugen ». N'y a-t-il personne qui témoigne pour le témoin? L'écrivain, par les nuances indéfinies que permet le récit, est précisément celui qui peut répondre à cet appel. Que peut la littérature face à l'insoutenable? La réponse est vieille comme le monde, tenter de dégager du sens dans l'effondrement afin de survivre et, peut-être, de modifier le cours des choses par l'exercice d'une parole qui fait bouger les représentations et en appelle à l'éthique. La tragédie grecque, on s'en souvient, opposait les héros qui meurent et le cœur qui en témoigne en pleurant. Les héros meurent d'être pris dans des engrenages de violence qui les dépassent, mais auxquels ils ont souvent donné eux-mêmes l'impulsion de départ. Ils meurent d'être piégés dans des convictions rigides et univoques, au point d'y sacrifier leur propre existence et celle de leur entourage. Le cœur, comme l'écrivain, ne meurt pas. Il est celui qui, seul, peut témoigner des différents points de vue en présence et de l'impasse cruelle à laquelle l'aveuglement à l'égard de la réalité d'autrui peut conduire. Le drame est joué. Pourquoi, dès lors, quelqu'un s'avancerait-il? Parce que quelqu'un survécut au naufrage. Ces mots sont tirés de Moby Dick, la grande fresque romanesque de 1851 d'Herman Melville. L'écrivain américain désigne ici Ismaël, le jeune mousse rescapé qui va relater la terrible aventure de l'équipage entraîné par le capitaine Achab dans la mort à la poursuite de la mythique baleine blanche. Un écrivain peut occuper la place d'Ismaël. Il peut relater comment un idéal peut devenir mortifère, comment l'obstination peut engendrer la tragédie. Il peut aussi donner la voix à la communauté des hommes souffrants, réduits à l'impuissance, et assurer le droit aux larmes qui signent notre humanité. Et ce faisant, il modifie la situation de par sa parole même, qui donne accès à ce qui restait hors champ. Si la détresse est l'élément même de l'histoire, dit le romancier contemporain Yannick Enel dans un entretien, elle appelle l'invention d'un langage qui lui réponde et soit capable d'opérer une métamorphose sur le monde et sur nous-mêmes. Il faut de l'audace pour se donner un tel défi, mais c'est ainsi que le travail littéraire nous permet, à nous, lecteurs, de voir dans les angles morts de notre expérience singulière et d'élargir nos possibilités de conduire plus lucidement et par là plus équitablement notre vie. La littérature n'a certes pas pour fonction première de prodiguer des leçons, et l'écrivain authentique n'obéit qu'à son propre élan intérieur. Mais, comme le dit si pertinemment le poète Marc Dugardin, qui nous fait d'ailleurs l'amitié de sa présence, « L'oiseau non plus ne chante pas pour consoler. Mais s'il ne chantait pas, comment ferions-nous pour vivre dans l'inconsolable ?» Je vous remercie de votre attention. J'ai le plaisir maintenant de passer la parole à Cynthia Fleury, philosophe, psychanalyste française, titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers ENS Mines Paris-Tech, membre du comité consultatif national d'éthique, proche du sociologue Edgar Morin, auteur de nombreuses publications, parmi lesquelles le remarquable « Si J. Lamer, guérir du ressentiment », paru chez Gallimard en 2020. Et nous entendrons ensuite notre confrère Karl Havelange, historien de l'art, confrère de la classe des arts, maître de recherche au FNRS, professeur à l'Université de Liège et directeur du musée du Trinkhall. Un imprévu
empêche malheureusement Cynthia Fleury de nous rejoindre à Bruxelles en ce 14 mai parce qu'elle se trouve actuellement en Inde. Mais pour honorer son engagement à l'égard de notre académie, elle a eu la prévenance de nous fournir un enregistrement filmé de ce qu'elle aurait souhaité vous présenter de vive voix. Mesdames et messieurs, je tenais à remercier très sincèrement Myriam Waté-Delmotte pour m'avoir convié à participer à cette séance publique de la classe des lettres et des sciences morales de l'Académie royale de Belgique en cette année du 250e anniversaire de la fondation de l'Académie, et je regrette de ne pouvoir être physiquement avec vous, même si en esprit je le suis vivement, tant cette thématique, faire sens dans l'effondrement, me paraît importante. Avec la crise de la Covid-19, nous venons de nous extraire du seul ordre du discours pour expérimenter et vivre de façon très concrète, très banale, dans notre quotidien le plus immédiat, et qui plus est de façon mondiale, une expérience d'effondrement, que l'on pourrait qualifier ainsi en référence à la clinique du traumatisme et aux modélisations dites d'effondrement. 2020 aura signé l'entrée dans le millénium et plus spécifiquement le XXIe siècle. Chronologiquement, bien sûr, la date d'entrée n'est pas celle-ci, mais en revanche, la date expérientielle et celle réellement épistémologique au sens de paradigmatique, c'est celle de 2020, où nous avons fait collectivement l'expérience d'une faille systémique, une expérience d'effondrement. Les revues de littérature dans les sciences humaines et sociales ont acté depuis plusieurs années, dès les années 70, et notamment plus récemment le terme anthropocène ou encore celui de risque systémique. Elles ont défini des modélisations dites d'effondrement. En revanche, ce qui est inédit, c'est le vécu de cette théorisation, le vécu par le Nord, notamment par l'Occident, et puis notamment par les individus les plus économiquement protégés, notamment dans les systèmes urbains. Et en 2020, nous avons expérimenté dans nos vies, encore une fois de manière très ordinaire, très incarnée, quantité de restrictions, d'intermittences, de contraintes, de faux départs. Nous savons aujourd'hui que ce n'est pas simplement une crise, mais qu'il s'agit d'un phénomène récurrent qui va nous obliger à créer des dispositifs et des protocoles résilients, homéostasiques. La métaphorisation médicale n'est pas anodine, car il s'agit bien, pour les sociétés et les individus, d'inventer, comme disait Canguilhem, une nouvelle norme de vie qui relève de l'adaptation et non pas de la suradaptation, car on sait bien que la suradaptation produit cliniquement des burn-out, des phénomènes tout simplement d'usure mentale et physique. Nous étions dans le fantasme de l'effondrement, ou nous étions dans le déni de l'effondrement, mais nous n'étions pas dans son vécu, dans sa réalité. Nous pénétrons un monde de la raréfaction des ressources et des accès équitables à celles-ci, quelles qu'elles soient. Nous pénétrons un monde où les contrats sociaux seront de plus en plus déstabilisés par les économies et les politiques de survie, d'exception, d'urgence, de priorisation. Dès lors, ce sont des systèmes socio-économiques de raréfaction, de priorisation, qui se mettent en place, et quantité de dysfonctionnements se généralisent, comme la banalisation des modes dégradés et des modes d'exception et d'urgence. Nous allons donc connaître des phénomènes de boucle, de rétroaction, d'emballement, de dérégulation forte, et en conséquence des systèmes de rationnement. Il s'agit là de l'expérience d'une faille systémique, d'une vulnérabilité qui fait que tout ce qui était considéré comme évident et comme une grande conquête de la modernité est remis en cause et va susciter, encore une fois, quantité de dysfonctionnements, d'obligations de résilience, si nous voulons le voir de façon optimiste et effectivement capacitaire, mais dans un premier temps, de sidération. La première grande leçon consiste donc ici, l'expérience d'une faille ou l'expérience d'une vulnérabilité systémique, l'expérience de la modernité par le vécu d'effondrement, par la récurrence des modes dégradés et par l'obligation d'une tolérance à l'incertitude. Dans Sigil amer, j'avais justement essayé d'expliquer pourquoi nous assimilons trop rapidement politique et violence, politique et passage à l'acte, alors même que la politique se situe du côté de la théorie de l'action
et non du passage à l'acte, non du côté du débordement, et qu'en effet, la politique relève plus de la sublimation de la violence et de l'organisation de protocoles de conflictualité que de la violence en tant que telle qui n'a aucune autre finalité qu'elle-même. La politique est en fait structurellement un processus de sublimation, au sens freudien du terme, au sens où elle diffère, elle produit certes une décision qui peut bien évidemment s'appliquer dans le temps présent, mais en fait la signification ultime de cette décision, c'est de produire un temps futur viable, durable. Or, nous vivons dans des mondes techniques, instantanés, dépolitisés, surémotionnels, où la frustration est délégitimée, alors même que la sublimation de la frustration porte en elle des qualités structurelles pour l'homme et les sociétés. Et dans Sigil amer, je reprenais cette citation freudienne très connue sur les 3 métiers impossibles que sont analyser, éduquer, gouverner. J'essayais de rappeler que peut-être, en fait, il s'agissait d'en faire un seul et même métier, comme s'il s'agissait aussi de poser que les 2 premiers, analyser et éduquer, et on pourrait dire soigner et éduquer, sont peut-être la condition de possibilité du dernier, gouverner. Nous continuons de nous illusionner sur la seule question du bon gouvernement, en restreignant cette question à celle du gouvernement politique au sens de machine exécutive du pouvoir politique, d'une équipe présidentielle et ministérielle, alors même que la question du bon gouvernement s'ouvre sur un cycle bien plus long que le simple exercice d'un mandat présidentiel. La question du bon gouvernement n'est pas exclusivement celle du moment exécutif, bien évidemment, mais la question du bon gouvernement se situe en amont, dans l'éducation, dans le soin, dans ce que Foucault appellerait le gouvernement de soi-même. Nous sommes d'ailleurs beaucoup à travailler à faire émerger cette juste question du bon gouvernement, à créer en fait les conditions de légitimation et d'efficacité de celui-ci, précisément par l'éducation et le soin porté aux individus, ceux-là même d'ailleurs qui éliront ce gouvernement au sens restreint et représentatif. J'ai travaillé notamment aussi sur l'apolitisme, en étudiant Wilhelm Reich et la fabrique du ressentiment collectif. Pour saisir la nature du ressentiment collectif, il faut par exemple se reporter à un ouvrage important de Wilhelm Reich, paru en 1933, La psychologie de masse du fascisme, où Reich retourne l'argument traditionnel du grand chef menant la foule, ou des raisons qui se rattachent à une compréhension assez caricaturale d'Hegel, même si chez ce dernier, la ruse de la raison est en effet d'instrumentaliser le grand homme. La plus grande des passions, dit Hegel, est de faire advenir par l'entremise d'une dialectique complexe entre l'événement et le grand singulier ce qui fera l'histoire. Reich, lui, est intéressant parce qu'il prend en considération, à l'inverse d'Hegel, la responsabilité de la masse, cette responsabilité masquée par la revendication d'un apolitisme. On comprend plus aisément grâce à lui comment, petit à petit, de façon latente et pourtant irrémédiable, des individus se constituent en un corps dont les parties ne sont reliées entre elles que par le ressentiment, et comment ce corps, déformé, abject, va délibérément identifier un leader pour permettre l'officialisation de la pulsion mortifère, en somme pour donner libre cours à la rumination présente depuis longtemps et qui le ronge. Et Reich montre comment cet apolitisme revendiqué n'est nullement une neutralité ou une indifférence, mais une latence, celle de la dissimulation du ressentiment personnel qui attend son heure, sans avoir conscience bien sûr de cette attente, c'est cela ruminer, et qui approfondit son mal-être à défaut d'approfondir son action et qui volontairement, consciemment ou inconsciemment, se dessaisit de sa responsabilité personnelle. Et donc la masse, c'est l'autre nom de ce moment où les sujets qui constituent cette masse se dessaisissent de leur sujet, de leur responsabilité de sujet, pour se définir comme grande entité, comme victime. Pourquoi se définir comme victime? Pour devenir précisément bourreau et produire un nouvel ordre.
Le diagnostic d'une France fracturée, d'une classe moyenne exsangue, déclassée, existe depuis quelques années maintenant. Ça a été très bien posé par quantité d'auteurs. Chaque année, venant confirmer encore une fois ce diagnostic, et chaque année, il y a une sorte de nouvelle couche comme ça, de défiance, de rejet qui se sédimente à celle qui l'a précédée. Mais il y a une sorte de fait nouveau. La France semble pas simplement fracturée, elle est presque désormais irréconciliée, pas simplement comme un fait, mais comme un désir, une revendication. Les individus qui la composent ne veulent pas se réconcilier. Ils estiment qu'un tribut leur est dû. Le débat est bien sûr légitime et l'on pourrait s'entendre si la vocation de la réconciliation était réelle. Je prends une référence, en 1965, il y avait ce film terrible de Straub et Huillet narrant 70 ans d'une histoire allemande façonnée et détruite par la haine de soi et de l'autre, à l'intitulé d'une synthèse parfaite et éclairante, non réconciliée ou seule la violence aide ou la violence règne. Et dans les années 2000, le philosophe Alain Badiou reprenait ce thème de l'irréconcilié dans Le siècle pour tenter de décrire quelle passion du réel, ravageuse et souveraine, a nourri le XXe siècle. Aujourd'hui, un nouvel acte de l'irréconciliation se dessine, une nouvelle manière de penser le ressentiment et d'en faire une force vive de l'histoire, une grande nouvelle page d'erreurs de jugement et de discernement. Parier sur le ressentiment, espérer, désirer l'irréconciliation, en fait, c'est manquer la nature tourmentée, littéraire, je pense à la première intervention, symbolique, amère de la réconciliation. C'est ne rien comprendre du tout à la dialectique complexe de la réconciliation, où personne n'oublie ni ne pardonne, mais où chacun veut construire l'avenir. La tolérance est un théâtre, une fiction seule régulatrice. Qu'elle soit l'objet réel des cœurs n'est pas du tout l'enjeu du politique. L'apparence lui suffit, non pas celle sans efficience, mais celle qui demeure urbaine, au seuil minimal, mais constant de la civilité. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, la phrase de Voltaire, qu'il fasse semblant de se pardonner, dans la lettre à la tolérance. Il y a tant de choses que la littérature enseigne à la philosophie politique et à la psychanalyse. L'étendue du présent, la complexité du réel, la fonction symbolique, la dialectique du pur et de l'impur, l'art de sublimer. Et cette fonction littéraire qui nous constitue, cette jonction du logos et du mythos, nous permet de tenir, de nous maintenir, de nous soutenir par la seule possibilité de symboliser toute forme d'effondrement. Tel est le défi du faire œuvre par la lecture, par l'écriture, face au fracas du réel, à savoir non pas celui de la finitude, véritable moindre mal dans cette affaire, mais celui de l'immensité de ce que Arendt pourrait appeler la banalité du mal. Il y a dans la méconnaissance de la nature de la réconciliation cette même méconnaissance par rapport à l'éthique du Caire, ce soin qu'on installe d'emblée dans la douceur, la gentillesse, la niaiserie, les bons sentiments, sans souci de responsabilité ni d'efficace. Mais en fait, cela n'a nullement rien à voir avec le soin qui est plutôt à placer du côté du courage, du côté de la verticalisation, du côté de l'irremplaçabilité des êtres pour le prodiguer. Et même chose en fait avec la question de la réconciliation, elle est à placer du côté non pas de la convivialité aisée, mais elle est au contraire ce qui naît de l'obscurité, de l'obligation de sublimation, de l'amertume. On peut tout à fait conjuguer l'impardonnable et la sublimation du ressentiment. Et cela s'appelle, vous savez comment, c'est le terme de Jean Kelevitch, cela s'appelle l'imprescriptible. La lutte pour que le futur soit plus digne que le présent et le passé, pour que les enseignements de l'histoire, avec un grand H, ne s'effacent pas.
Je cite Freud, « La sublimation des instincts constitue l'un des traits les plus saillants du développement culturel. C'est elle qui permet aux activités psychiques élevées, scientifiques, artistiques ou idéologiques de jouer un rôle si important dans la vie des êtres civilisés. » Autrement dit, il n'y a pas de processus civilisationnel au sens d'un perfectionnement humain, cher aux Lumières, sans aptitude à la sublimation, qui consiste à différer, à temporiser, à symboliser une quête plutôt qu'à la consommer séance tenante, ce qui viendrait la désubstantialiser de facto. Le pulsionnel, la non-maîtrise de l'inconscient, le débordement causé par la rivalité mimétique, notion chère à Girard, les assauts de l'aliénation sociale et psychique, tout cela ne peut être nié, mais en revanche, il faut le refouler, le mettre en demeure à distance, le styliser. L'amertume a été un grand objet littéraire et poétique, peut-être l'objet anti-moderne par excellence. On parle de ce goût de l'absinthe, je pense à Verlaine notamment, à ses poèmes saturniens, grande ode aux fils de Saturne, qui ont, dit-il, bonne part de malheur et bonne part de bile, dont l'imagination n'est pas qu'une alliée, tant elle peut rendre inepte la raison et ne savoir que faire de cet idéal qui s'écroule. Pourtant, le paysage état d'âme qui est dessiné par le poète laisse entrevoir un camailleux à la tristesse charismatique et qui peut donner des allures d'écume à l'amertume, une forme de légèreté l'emportant sur la pesanteur. Et l'enjambant, il y a une autre grande figure littéraire qui s'appelle Hugo, cet homme siècle, éternel moderne, qui se confronte sans cesse à l'antimodernisme et à l'amertume de cet antimodernisme. Et Victor Hugo, qui est véritablement un styliste de la sublimation, parce qu'il sait dépeindre cet homme pris dans les affres de l'amertume, mais n'y cédant pas, et en même temps s'y appuyant comme un levier capacitaire pour devenir autre. Il parle des hommes océans, il les décrit, il pense à Dante, à Shakespeare, à Michel-Ange, il pense à tous ces illustres, ces talentueux, ces génies qui ont traversé les flux et les reflux de la vie, ce qu'il appelle le va-et-vient terrible. Ce bruit, dit-il encore, de tous les souffles, ces noirceurs et ces transparences, ces végétations propres au gouffre. Voilà ces hommes océans qui fabriquent l'œuvre immense, qui touchent la grâce, alors même qu'ils sont face à l'abîme. Il les appelle les aigles dans l'écume, ceux qui sont capables d'un tel niveau après le bouleversement, ceux qui ne cèdent pas au naufrage alors qu'il y a naufrage. Et c'est la même chose de regarder ces âmes ou de regarder l'océan, poursuit-il, et tel est sans doute l'un des plus beaux hommages que nous puissions faire à ceux qui éprouvent l'amertume et en découvrent l'étrange saveur. Ils savent aussi augmenter notre monde, ils savent nous reconnecter à lui alors que nous sommes pris dans les filets de notre désarroi et que nous manquons de style. Donc pour renoncer au désir inextinguible de réparation, il faut bien la littérature, il faut bien la fonction symbolique, il faut bien cette capacité de sublimation. Ce qui guérit du ressentiment, ce n'est pas la réparation, c'est la création. Il y a des choses d'ailleurs qui ne se réparent pas. Disons qu'elles se réparent ailleurs et autrement, en produisant de l'émergence, en produisant de l'histoire, en produisant des nouveaux territoires pour la conscience et les corps. Et je voudrais conclure sur Melville, qui ouvre d'ailleurs le texte de Sigil amer, lorsque Melville fait parler Ismaël, en ouverture de son texte consacré bien sûr à la quête inlassable de la baleine blanche, et c'est par ces mots qu'il décrit cette sorte de mal-être qui l'étreint, et surtout la ressource existentielle à laquelle il aspire. Quand je me sens des plis amers autour de la bouche, lorsque mon cafard prend tellement le dessus, je comprends alors qu'il est grand temps de prendre le large. Et prendre le large, Melville
écrit encore « Revoir le monde de l'eau » et l'on comprend que ce motif de la mer, en 2 mots, n'est pas une affaire de navigation, mais de grand large existentiel, que c'est bien évidemment ce motif de la mer, océan, c'est un motif de sublimation de la finitude et de la lassitude qui tombe sur le sujet sans qu'il sache quoi répondre, car il n'y a pas de réponse. Et Ismaël sait bien que cette affaire de non-réponse n'est pas du tout personnelle, que le besoin d'océan, de la mer, vient pallier pour chaque homme le sentiment abandonnique inaugural, et que tant que cette aptitude océanique se déploiera, elle constituera une sorte de rempart contre une ténèbre plus intérieure, plus dangereuse, à savoir l'amertume et sa cristallisation définitive qui débouche sur le ressentiment. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères, mesdames, messieurs, chers amis, je vais tenter, je m'y engage à être court au terme d'une séance déjà très dense. Et je vous le promets, je ne parlerai pas plus de 20 minutes. Faire sens dans l'effondrement. Il y a dans cette grave proposition qui nous est adressée par Myriam Watté-Delmotte l'impérieuse nécessité, en tout cas est-ce ainsi que je l'ai d'abord reçue, de répondre aux sollicitations et aux menaces du présent. L'inventaire en est devenu quasi rituel, à l'entame de toute parole donnée pour lucide et responsable. Crise sanitaire, climatique, géopolitique, triangulation désormais convenue et combien manifeste de nos inquiétudes, des menaces qui pèsent si lourdement sur les lieux et les mondes qui nous sont ou nous étaient familiers. Le présent, évidemment, nous oblige. Loin de moi l'idée de mettre en doute la pertinence du diagnostic. Au contraire, comme chacun d'entre nous, je fais au quotidien l'expérience de la déroute, même si, dans la situation privilégiée où je me trouve, où nous nous trouvons, je n'en éprouve encore, pour combien de temps, que des effets indirects. Mais la cécité, bien entendu, heureusement, nous est devenue plus difficile. Et nous voici tous abîmés dans le spectacle du triple effondrement que je disais. Tous abîmés sous ce ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle sur nos insouciances si longtemps entretenues. Insouciance d'avant-guerre. C'est là un phénomène hyper connu que l'on retrouve, comme à l'identique, à l'aube de chaque crise majeure, de chaque conflagration, de chaque conflit, de chaque déroute. Un jour, c'est la guerre qui, la veille encore, n'était qu'incertaine et abstraite, irréelle. L'histoire, sur ce point, ne nous apprend rien ou ne nous garantit de rien, puisque nos vitesses de clairvoyance sont toujours alenties par l'ordre irrésiliable du temps, de la conscience et de la finitude. Tout cela que Samuel Beckett, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quintessentiel dans cette sublime réplique d'En attendant Godot, que je me permets de citer brièvement. Pozzo, soudain furieux. Vous n'avez pas fini de m'empoisonner avec vos histoires de temps? C'est insensé. Quand un jour, ça ne vous suffit pas? Un jour, pareil aux autres, il est devenu muet. Un jour, je suis devenu aveugle. Un jour, nous deviendrons sourds. Un jour, nous sommes nés. Un jour, nous mourrons. Le même jour, le même instant, ça ne vous suffit pas? Plus posément, elles accouchent sur une tombe, le jour brille un instant, puis c'est la nuit à nouveau. Ils tirent sur la corde, en avant. En avant, donc. En avant, alors que peut-être nos yeux se décilent et qu'il nous reste un peu de temps, très peu, disent les experts, pour infléchir ou ralentir le mouvement qui conduit à l'effondrement. Cap au pire, pourrait-on dire encore avec Beckett, sauf à entendre de moins en moins audible, mais tellement agissante,
les voix en vérité terriblement conservatrices qui s'obstinent à créditer le génie humain d'une puissance inchangée, d'imaginer et de mettre en œuvre les solutions essentiellement technologiques qui permettront de lutter efficacement contre les effets en cascade du changement climatique et la multiplication des zoonoses. En avant, également, dans l'indistinction relative, Cynthia Fleury vient encore de nous le rappeler, des registres individuels et collectifs du devenir, leur articulation, leurs étagements, leurs emboîtements, leur muette et tragique syntonie. En avant. Mais comment s'y retrouver? Et comment penser ces avancées? Cap au pire ou de plus en plus évidemment compromis au meilleur? Je ne suis pour ma part qu'un modeste historien un peu pédestre et sans grande voilure, et je n'ai aucune vocation ni prétention à dire en vérité le sens des effondrements que nous vivons. Encore moins, cela va sans dire, à identifier en connaissance de cause les moyens de s'en affranchir. Comme beaucoup d'entre nous, mes inquiétudes s'organisent autour de la notion d'anthropocène, ou, dans une formulation plus engagée, de capitalocène, ces notions nouvelles qui nous permettent de comprendre, en partie, l'effondrement, d'en reconnaître ou d'en interpréter certains motifs, leurs causes, leurs effets, leurs remèdes peut-être, de donner sens à l'effondrement, somme toute, mais non pas vraiment d'y faire sens, à quoi cependant, je crois, nous invite la proposition de Myriam Waté-Delmotte. La nuance a importance, en vérité décisive pour le propos que je tente de développer. En effet, les figures de l'effondrement, telles que communément nous les recevons, se déclinent toujours au futur. L'effondrement, somme toute, est toujours à venir. Il est la figure catastrophiste d'un devenir qui tantôt oriente et tantôt paralyse l'action, mais en tout cas profondément la détermine. C'est-à-dire, pour le dire d'un trait, vous m'en excuserez, un peu rapide, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans la perspective toute téléologique d'une temporalité univoque et linéaire, orientée comme une flèche dans une seule direction, où, pour reprendre les termes de Bernadette Bensaud-Vincent dans son dernier livre, magnifique, où, disais-je, je la cite, « le futur guide le cours de l'histoire ». À ce titre, le temps de l'effondrement, la manière dont nous en construisons le sens, ne me semble pas étranger au temps propre en lequel s'est déployé ce qu'on en appelle communément la modernité. Le temps de l'effondrement ou de la catastrophe n'est-elle pas la figure exactement jumelle du temps du progrès? Cap au meilleur ou cap au pire? Cap au meilleur ou cap au pire? L'histoire se retourne comme un gant, peut-être, mais dans un cadre de perception exactement symétrique et, pour tout dire, inchangé. De même que dans ce cadre, restent inchangées les promesses, tenues ou non tenues, de la modernité, tout l'attirail qui en accompagne les développements au cours des 4 derniers siècles. Il s'agissait, écrivait René Descartes à la fin du discours de la méthode en 1637, il s'agissait de nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Il nous faut en rabattre aujourd'hui, assurément. Mais sommes-nous pour autant affranchis des modes d'exister, de penser, de percevoir, d'agir et d'espérer dont nous avons hérité? Je ne le pense pas. En tout cas, sommes-nous toujours déterminés par l'idée ou par l'éthos d'un présent qui serait comme aspiré par le futur, le temps linéaire qui oriente le devenir, et par le grand récit concomitant d'une histoire qui serait placée sous la seule gouvernance et la seule responsabilité de l'espèce humaine, dont témoigne avec évidence l'idée même d'anthropocène, donnant forme à nos inquiétudes, sans doute, mais sans rien abandonner des imaginaires qui ont donné corps à la modernité. Permettez-moi de citer encore Bernadette Bensaud-Vincent lorsqu'elle écrit « En proposant le grand récit épique de l'humanité devenue force géologique, l'hypothèse de l'anthropocène perpétue la tradition du temps linéaire
globale, centrée sur l'ascension de l'humanité. Les débats sur la transition écologique n'en sont-ils pas aujourd'hui l'expression parfois presque caricaturale? Et la nécessité et les promesses de l'innovation, essentiellement technologique, psalmodiées aujourd'hui comme un mantra par tous les inventeurs de lendemain mieux chantants, ne reconduisent-elles pas encore et encore le même imaginaire d'une modernité désenchantée seulement en apparence? Il en va de même de nos savoirs, qui ne cessent de rejouer dans le détail de leurs procédures et la variété de leurs objets, sciences naturelles ici et sciences humaines confondues, le même projet, au fond politique, de l'éminence, de la conquête et, au mieux, de la responsabilité. La verticalité du connaître et de l'agir est la conséquence directe et l'opérateur continué du projet même de maîtrise, ou plus généralement défini, nous rend maîtres et possesseurs de la nature, en lequel s'inventent les sciences modernes. La maîtrise paraît-elle échapper? Les frontières entre nature et culture se troubler, s'effacer ou se déchirer? Les moyens pourtant, nos moyens de pensée et d'action, nos moyens d'exister, ne s'en trouvent pas modifiés. Ici aussi, ici encore, la figure de l'effondrement ne nous fait vraiment changer ni de perspective, ni de monde. Nous restons comme malgré nous, disais-je, déterminés au présent par l'idée du futur, conduits par nos soifs de conquêtes et d'innovation, fussent-elles matinées aujourd'hui d'un projet de réparation. Et nous restons comme engoncés dans la verticalité des regards que nous portons sur le monde, sur les êtres et sur les choses. Envers et contre tout, nous restons modernes, quoi qu'il en soit des signes, des menaces ou des prophéties d'effondrement de la modernité. Comprenez-moi bien. D'aucune manière, je ne veux, comme on dit, jeter l'enfant avec l'eau du bain, ni récuser, bien entendu, tous les efforts consentis aujourd'hui pour parer les menaces d'effondrement. Je sais également tout ce que la notion de modernité, telle que trop rapidement je la convoque ici, peut avoir de réducteur, sinon de caricatural. Futur, innovation, verticalité. Ce ne sont là, bien entendu, que quelques lignes de crête d'une réflexion qui devrait être autrement approfondie. Mais ce sont bien elles, ces lignes de crête un peu trop sommairement dessinées, en lesquelles je reconnais, pour une part, nos identités, la mienne tout aussi bien, aujourd'hui si profondément déroutées. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas ici d'aucune manière de proposer des solutions, ni de donner sens à l'effondrement. Je ne suis, je le répète, qu'un modeste historien. Et l'effort dont je tente de rendre compte s'échouerait s'il conduisait à l'illusion d'une intelligence en quelque sorte prescriptive ou normative de l'effondrement. Je voudrais plutôt faire un pas de côté et tenter ainsi, je l'espère, de mieux répondre à l'invitation de Myriam Waté-Delmotte. Faire sens dans l'effondrement, c'est-à-dire en son présent, en son actualité même, ou faire sens malgré l'effondrement, ou faire sens avec l'effondrement, s'il est vrai, comme le dit Beckett, que l'effondrement est une dimension structurelle de la condition subjective et que l'invitation de Pozzo en avant, à la fois si terrible et si tendre, nous invite à penser et à vivre au présent avec l'effondrement dont nos existences sont tissées. Vivre dans et avec l'effondrement dont je suis fait. C'est, à titre strictement individuel, mon modeste viatique non moderne, la petite morale portative que je tiens toujours avec moi. En avant donc, en avant, mais avec, dans et malgré l'effondrement qui, toujours au présent, donne sens à l'énigme d'exister et dès lors m'affranchit, je l'espère si vivement, du carcan des verticalités, des conquêtes
et des innovations de façade. Ou, pour le dire encore autrement, qui me permettrait de substituer à l'orgueil de la conquête la modestie de l'accueil, ainsi que l'écrivait François Cheng dans le livre magnifique qu'il a consacré, que vous connaissez peut-être, au peintre chinois de la voix excentrique. Substituer à l'orgueil de la conquête la modestie de l'accueil. Cette phrase, que je tiens également avec moi comme un talisman, et dont je comprends mieux, maintenant, tout le pouvoir de subversion et la puissance d'invention, puisque, en effet, elle l'oppose au déterminisme du futur en lequel le présent toujours serait aspiré, l'évidence et la poétique d'un présent, ou plutôt de multiples présences, avec lesquelles il s'agit de composer. La conquête se décline au futur, l'accueil toujours au présent. N'est-ce pas cela, au fond, que nous invite à considérer la proposition de Myriam Waté-Delmotte, faire sens dans l'effondrement, c'est-à-dire identifier les ressources individuelles et tout aussi bien collectives nous permettant de ne plus penser l'effondrement dans la seule perspective finaliste d'un catastrophisme qui ne serait que la figure inversée d'un progrès dont les rentes, aujourd'hui, se sont si singulièrement amenuisées. L'effondrement n'est pas seulement de circonstance, il est aussi structurel, il est d'origine, il est natif, il est attaché irréductiblement à notre condition d'être humain et de vivant. Il est le lieu même où se composent et sans cesse se recomposent les fragilités irréductibles dont nous sommes l'expression et le produit. Alors, comment procéder ? Sinon en identifiant, en reconnaissant, en éprouvant, en inventant des poches de densité, de sens, de savoir et d'agir qui paraissent comme indifférentes au mouvement auquel, communément, nous accrochons nos désirs de comprendre et de faire. Futur, innovation, verticalité. Des poches d'existence non modernes, peut-être, mais alors seulement au sens un peu restrictif et caricatural où j'ai défini tantôt la modernité. Car en effet, la modernité, c'est quelques siècles dont nous héritons le plus directement, disons de la Renaissance à nos jours. Ces quelques siècles sont bien entendu infiniment plus riches et plus complexes que ces lignes de crête à quoi je les ai ramenés. Ici encore, nous serions bien mal avisés et sans doute bien arrogants, bien modernes, au sens restrictif du terme, de prétendre faire table rase du passé et jeter ainsi, encore une fois, l'enfant avec l'eau du bain. Dès qu'elle s'institue, en effet, au seuil de l'âge classique, la triomphante solitude du sujet moderne, promis donc à la maîtrise et à la possession de la nature, dès qu'elle s'institue, celle-là, cette triomphante solitude du sujet moderne, est mise en balance exactement par son contraire. C'est cela qu'il m'importe maintenant de considérer quelques instants, je vous le promets, avant de conclure rapidement. Nous n'avons en partage que du vent et de la fumée, écrivait Montaigne peu de temps avant Descartes, inaugurant ainsi l'exact contre-champ du grand récit alors en devenir de la modernité, creusant dans les essais une toute autre manière d'appréhender l'homme, le monde et l'ensemble des existants, fondée non pas sur l'élection de l'homme, ni sa vocation à se rendre maître et possesseur de la nature, mais au contraire, sur l'incomplétude irréductible et la diversité des conditions, quelles qu'elles soient, sur l'universelle finitude, l'étroitesse et la clôture relative de chaque situation d'existence, leur essentielle réciprocité également, seul déterminant au ras des choses, des êtres et des circonstances, comme à fleur d'exister, la possibilité de faire monde. Quand je joue avec mon chat, demande par exemple
Montaigne, sapant par cette phrase extraordinaire dès l'origine tous les fondements du naturalisme. Quand je joue avec mon chat, qui sait s'il ne tire pas plus son passe-temps de moi que je ne le fais de lui. Montaigne, et bien d'autres jusqu'à Beckett et au-delà, des guerres de religion au XVIe siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, au cœur du XXe, ceux-là n'ont cessé de faire sens dans l'effondrement. Ce sont les voies lunaires de la modernité, mélancoliques et tendres, rebelles et résistantes, puissance expressive des mondes fragiles. Ces fragilités qui sont nôtres, dont on ne cesse, malgré tout, de renaître. Ces voix, allumées comme des lucioles dans la nuit des conquêtes ou des catastrophes, et qui, d'un même chant, disent au présent toutes les dimensions, individuelles et collectives, subjectives et circonstancielles, de la condition d'exister. En avant, donc. En avant, malgré tout. En avant, dans et par l'effondrement dont nous sommes faits. Peut-être est-ce là, pour une part, la garantie d'un peu plus de clairvoyance à l'égard de ce qui advient. Et la condition moderne, elle aussi, mais au sens large du terme cette fois, et la condition moderne nous permettant effectivement de substituer à l'orgueil de la conquête la modestie de l'accueil. Je vous remercie de votre attention. Voilà, Madame la directrice de la classe des lettres et sciences morales et politiques, chères consoeurs, chers confrères, merci beaucoup à tous les orateurs de ce jour et comme le disait la directrice d'entrée de jeu, cette séance publique est aussi le respect d'une tradition, évidemment celle qui nous lie à notre fondatrice, Marie-Thérèse d'Autriche, reine de Hongrie également, née le 13 mai 1717, effectivement, et il est dans nos traditions que la classe des lettres et sciences morales et politiques fasse sa séance publique au plus près de cette date anniversaire, des traditions qui sont en fait l'expression de la grande vertu du respect, et qui n'est pas tellement loin de celle de l'accueil, cher Karl, et aussi l'occasion de respecter l'une de nos missions essentielles, qui est d'honorer la qualité, l'excellence de la recherche, et d'une recherche qui est aussi soutenue par des mécènes. Et je pense que c'est aussi un point extrêmement important. Ce soutien par les mécènes permet parfois d'honorer des aspects de la recherche qui sont moins honorés par l'État. Et c'est un point qui mérite réflexion. Je voudrais, avant de procéder à la proclamation des prix, et comme le requiert nos traditions, évoquer très brièvement les membres disparus de la classe depuis notre dernière séance publique. Et c'est ainsi 2 membres associés de la classe des lettres et sciences morales et politiques que j'aurai l'occasion d'évoquer. Tout d'abord, notre confrère Evangelos Moutsopoulos, qui est né à Athènes, le 25 janvier 1930, qui est décédé le 7 juin 2021, qui avait été élu associé de notre académie le 7 mars 2011, avant d'accéder à l'éméritat en 2016. Docteur ès lettres de la faculté des lettres de Paris en 1958, il avait été nommé professeur à l'université d'Aix-Marseille dès la même année.
et puis à l'université de Thessalonique en 1965, et enfin à l'université d'Athènes en 1969, université dont il fut aussi recteur. Correspondant de l'Académie des sciences morales et politiques de Paris depuis 1977, donc 1977, puisque c'était à Paris, membre de l'Académie d'Athènes depuis 1984, il était aussi membre ordinaire de l'Union des compositeurs grecs et président de ses assemblées générales. D'inspiration platonicienne et bergsonienne, les recherches d'Evangelos Moutsopoulos dans les domaines de la philosophie générale et de l'histoire de la philosophie l'ont conduit à la création et à l'imposition sur un plan mondial de 5 nouvelles branches philosophiques. La kérologie, on parlait du kéros, c'était notre directrice qui le faisait, il est même largement connu comme le philosophe de la kéricité. Deuxièmement, la philosophie de l'art, dans un sens renouvelé, par conséquent entièrement différent de celui qui lui avait été attribué par Taine il y a plus d'un siècle. La philosophie de la culture grecque au sens d'une évaluation herméneutique au deuxième degré de la philosophie, de l'art, autant que des institutions. L'histoire de la philosophie néo-hellénique, dont il a fait remonter l'origine au XIVe siècle, contrairement au XVe souvent brandi, et la philosophie de l'espace cosmique. À ces contributions originales, il convient d'ajouter sa contribution importante à la philosophie de la musique. Et en 1966, il a créé également le Corpus Philosophorum Graecorum Recentorum, ainsi que la revue Diotima, dont il a été le rédacteur en chef depuis 1973. Depuis 1984, il était également le rédacteur en chef de la revue Philosophia, publication officielle de l'Académie d'Athènes. Notre deuxième membre associé est notre consoeur Mireille Delmas-Marty, qui nous a quittés le 12 février dernier. Elle était née à Paris le 10 mai 1941. Elle avait été élue membre associée de la classe des lettres et des sciences morales et politiques le 5 décembre 1988. Elle avait fait ses études de droit à l'université de Paris de 1961 à 67, docteur en droit en 69 avec une thèse sur les sociétés de construction devant la loi pénale. Elle fut d'abord maître de conférences agrégé, puis professeur à l'université de Lille 2, puis de 1977 à 1990 à l'université de Paris 11 Jean Monnet et de 1990 à 2002 à l'université de Paris Panthéon-Sorbonne. À partir de 2002, et ce jusqu'en 2012, Mireille Delmas-Marty fut professeure au Collège de France, où elle occupa la chaire d'études juridiques comparatives et internationalisation du droit. Elle fut également présidente du comité de surveillance de l'Office européen de lutte antifraude de 1999 à 2005. Après avoir été en France membre de la commission réforme du Code pénal et présidente de la commission justice pénale et droits de l'homme, elle a participé comme experte à divers travaux sur l'harmonisation pénale en Europe, notamment en dirigeant le comité d'experts de l'Union européenne sur le projet Corpus Juris de droit pénal européen. Elle a également publié une vingtaine d'ouvrages de référence sur le droit pénal, les droits de l'homme et la mondialisation du droit. En 2007, elle avait été élue à l'Académie des sciences morales et politiques de Paris. Elle était également docteur honoris causa de 8 universités, dont, je le précise, l'Université de Liège et l'Université catholique de Louvain. Nous aurons le plaisir d'accueillir des nouveaux élus cette année, 2 membres titulaires, en la personne de Michel Galland, à votre gauche,
historienne, spécialiste du XVIIIe siècle, et tout particulièrement de nos régions au XVIIIe siècle, ce qui est évidemment très important compte tenu du contexte de notre fondation, professeur honoraire de l'Université libre de Bruxelles, et Laura Merla, sociologue, professeur à l'Université catholique de Louvain. Nous aurons l'occasion de les recevoir lors de notre rentrée académique qui se tiendra le samedi 1er octobre en matinée. Et comme membre associé, la classe des lettres et sciences morales et politiques a élu M. Stéphane Audouin-Rousseau, historien, directeur d'études à l'EHESS à Paris et président du comité international de recherche de l'historial de Péronne, ainsi que Mme Cécile Laborde, politologue et professeure à l'Université d'Oxford. Nous aurons l'occasion de les recevoir tous deux et tous les membres associés élus par les autres classes le vendredi 16 décembre de cette année, qui est la date anniversaire précise de notre fondation en 1772. Je passe maintenant à la proclamation des prix de la classe, en commençant, et c'est traditionnellement, par les concours, le concours annuel de 2022. C'est une longue tradition, puisque dès notre fondation, et même 3 ans plus tôt, dès la fondation de ce qui a préfiguré notre académie, notre fondatrice, Marie-Thérèse, avait décidé qu'il y aurait au moins 2 questions posées par l'académie, l'une par la classe à l'époque de physique, qui va devenir la classe des sciences, et l'autre par la classe d'histoire, qui deviendra la classe des lettres, et ensuite la classe des lettres et des sciences morales et politique. Donc c'est une vieille tradition qui permet à l'Académie de poser des questions et à qui veut y répondre éventuellement d'être récompensé. À la 7e question, qui était formulée de la sorte: comment les phénoménologies post-husserliennes permettent-elles de refonder la dichotomie du matériel et du sensible, et quelles sont leurs ressources pour les théories de l'affectivité? À cette question, Paula Laurel, qui est professeure agrégée et docteur en philosophie de l'université Paris-Sorbonne, a répondu par un mémoire intitulé « Le sensible et l'absolu, essai critique sur la phénoménologie » de Michel Henry. Madame Laurel, habitant depuis peu à Marseille, elle n'a pas pu nous rejoindre cet après-midi, mais je vous propose quand même de l'applaudir in absentia. Et nous passons ainsi au fonds académique perpétuel de la classe qui permet de récompenser cette année 8 lauréats. Et tout d'abord, le prix Baron de Stassard. Alors, le baron de Stassard est une figure extrêmement importante, non seulement de la vie de la Belgique, mais aussi de la vie de l'Académie. Compte tenu de l'heure, je ne vais pas vous la narrer parce que ça reviendrait à décrire absolument toute l'histoire et l'évolution des États de la fin du XVIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe siècle, puisque le baron Stassard, suivant d'ailleurs son père, a réparti d'abord à la Révolution brabançonne en Allemagne, enfin en Autriche. Il a appris l'allemand, ce qui a été très important pour lui, puis il est parti en Allemagne, il s'est vu confier toute une série de missions, y compris par Napoléon, lors des 100 jours, parce que sa connaissance de l'allemand était importante, mais ce qui est important pour nous, c'est qu'en 1851, qui n'est pas seulement, chère Myriam, la date de la publication de Moby Dick, dont on a déjà parlé 2 fois, ce qui fera une 3e, c'est parfait, en 1851, on a créé un prix à l'Académie en son honneur, avec son financement qui est destiné à récompenser un ouvrage qui a trait à un Belge célèbre, pris alternativement, ce Belge, parmi les historiens ou les littérateurs, ou parmi les scientifiques et les artistes. Et le prix
cette année, le prix Baron Stassard a été décerné à M. Daniel Laroche, philosophe, ancien directeur de la Maison de la Francité à Bruxelles, pour son ouvrage « Une chanson bonne à mâcher, vie et œuvre de Norge », publié à Louvain-la-Neuve aux presses universitaires de Louvain en 2019. Et je propose, avec la directrice, de lui remettre son prix et de l'applaudir. Je vous disais que le baron Gossuin de Stassard était une grande figure, et comme toutes les grandes figures, il ne s'est pas contenté d'un prix, il en a souhaité deux, celui-ci créé en 1859 et destiné à récompenser des ouvrages, un ouvrage ou plusieurs, qui sont publiés sur une question d'histoire nationale. C'était une préoccupation qu'il avait, ayant connu plusieurs nationalités sur le même sol durant la même histoire. Et ce prix est décerné cette année à M. Dave de Ruisker, professeur au département de droit public, de jurisprudence et d'histoire du droit de l'université de Tilburg et au département d'études juridiques interdisciplinaires de la Vrije Universiteit Brussel, pour son livre Noordzeehandel en middeleeuwse Vlaanderen, circa 1300, de families de Russen van Gent en de straten in Sint-Omaars, Brugge en Temse. Si monsieur oui, je le vois, nous l'applaudissons. Toby Jonker. Toby Jonker est un pédagogue diplômé de l'école, était un pédagogue diplômé de l'école normale Charles Buls à Bruxelles, où il va d'ailleurs aussi par la suite exercer la fonction de directeur après la Première Guerre mondiale. C'est quelqu'un qui avait eu une formation en Allemagne et qui, avec la complicité de Paul Léger, de Léon Leclerc, de Jean de Maure, va créer à l'Université libre de Bruxelles, au courant de la Première Guerre mondiale, mais ça sera évidemment fondé juste après, le premier département des sciences de l'éducation, qui s'ouvre, je le disais, en 1919, et où il va enseigner, devenir chargé de cours, professeur et même doyen de la faculté. Pour répondre d'ailleurs à une demande de leur fils qu'ils avaient eu la tristesse de perdre, Toby Jonker et son épouse vont créer un prix qui couronne un ouvrage, vous l'imaginez, concernant les sciences psychologiques et de l'éducation. Ce prix est créé en 1957 et cette année, c'est l'ouvrage de Vincent Iserbyt, qui est professeur de psychologie sociale, d'Isabelle Roskam, qui est professeur en psychologie du développement, et d'Annalisa Casini, professeur en psychologie du travail, tous trois à l'Université catholique de Louvain, pour l'ouvrage qu'ils ont co-dirigé et qui s'intitule « Les psychologies du genre, regard croisé sur le développement de l'éducation, la santé mentale et la société », paru aux éditions Mardaga en 2021. Nous les félicitons très vivement.
Restons dans la psychologie parce qu'en 1961 a été créé et en accord avec la Société belge de psychologie un prix de psychologie qui récompense la meilleure thèse doctorale de psychologie scientifique soutenue avec succès dans la période concernée, ici entre 2019 et 2021. Le prix cette année est décerné à Monsieur Glenn Kiekens, qui est chercheur postdoctorant au FWO, au Fonds Wetenschappelijk Onderzoek, pour sa thèse Towards a Better Understanding of Non-Suicidal Self-Injury Among College Students, publié d'ailleurs à la KU Leuven en 2020 en partenariat avec la Curtin University de Perth en Australie. Nous félicitons M. Kiekens. Et voici Arthur Mergelink. Arthur Mergelink, archiviste des villes de Furnes et d'Ypres, qui était aussi un grand collectionneur et antiquaire. Il possédait un hôtel de maître à la rue de Lille, à Ypres, un hôtel de maître que vous voyez ici avant la Première Guerre mondiale, qui a été complètement détruit et complètement reconstruit après, comme à peu près tout Ypres, comme après la Première Guerre mondiale, à l'identique. Il lègue cet hôtel de maître à notre académie et nous en sommes toujours les propriétaires, mais nous avons considéré qu'il était préférable que la ville Ypres gère cet hôtel, puisque c'est aujourd'hui le musée Mergelink, musée qui abrite la collection que Arthur Mergelink avait constituée, faite de meubles anciens et d'objets variés qui avaient été amassés durant toute une vie. Et je vous encourage vivement, si vous êtes du côté de Ypres, d'aller visiter ce musée Mergelink à Ypres. Mais il y avait aussi un certain nombre de terrains du côté de Watou, et là, l'Académie a pu les vendre, et avec le profit de cette vente, créer en 1996 un prix qui couronne, entre autres, mais un prix notamment qui couronne une œuvre accomplie dans le domaine de la généalogie et de l'histoire des familles, qui était le domaine de spécialité d'Arthur Mergelink, qui avait réalisé des études généalogiques de plusieurs grandes familles de Flandre. Le prix est décerné cette année à Madame Alexandra Mikik, assistante doctorante en histoire à l'Université libre de Bruxelles, en co-tutelle avec l'Université de Namur, et cela pour son ouvrage « Les Dumont-Lamarche et le château de Altine, destin croisé », publié à Namur aux éditions namuroises en 2020, et nous la félicitons. Voilà, je la... Roger Lambrecht était membre de la classe des lettres, sciences morales et politiques. Roger Lambrecht avait fait ses études de philologie classique aux facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles et puis à l'université catholique de Louvain, mais très tôt avait commis une infidélité par rapport à la philologie classique pure et s'était dirigé dès son mémoire de licence, il faut bien le dire, vers le domaine étrusque. Il avait
soutenu une thèse sur les magistratures étrusques, mais il est particulièrement connu et reconnu dans ce domaine aussi pour son étude d'une catégorie de matériel bien particulier que sont les miroirs étrusques. Il a notamment participé à la création du Corpus Speculorum Etruscorum, qui est un projet international qui vise à publier l'ensemble des miroirs étrusques et qui a été lancé en 1981. Il était aussi le fouilleur d'Artena, qui est un site dans la province de Rome actuelle, un site du Latium, des 4e, 3e siècle avant Jésus-Christ environ, et où il a passé une vingtaine d'années de sa vie à essayer d'exhumer ce site. Il était également membre étranger de l'Istituto Nazionale di Studi Etruschi ed Italici de Florence. Ce prix, créé en 2004, vise à couronner le meilleur travail scientifique, manuscrit ou imprimé, rédigé en français, en anglais, en allemand, en italien ou en espagnol, et consacré à la philologie, à l'histoire ou à l'archéologie des populations étrusques ou italiques. C'est l'un des rares prix qui récompense les travaux d'étruscologie dans les académies, et nous sommes donc d'autant plus honorés de pouvoir le décerner cette année. Nous le décernons à M. Christian Mazet, qui est membre scientifique de l'École française de Rome, dans sa section Antiquité, pour le mémoire qu'il a déposé à l'Académie. The history of Vulci is chronicled in its sepulchres. Les fouilles Bonaparte des nécropoles orientales de Vulci, 1828-1846, des archives au contexte archéologique. C'est le mémoire qu'il convenait pour lui, membre de l'École française de Rome, de déposer également à l'Académie des inscriptions et belles-lettres, notre consoeur parisienne. Et nous remercions tout particulièrement Christian Mazet qui a fait le déplacement de Rome pour recevoir son prix. Merci bien. Et enfin, pour ceux qui auraient soif, le prix d'histoire Pro Civitate 2021. Vous savez que le comité d'histoire Pro Civitate, qui a succédé au comité d'histoire du Crédit communal de Belgique et de Dexia Bank, fonctionne désormais au sein de l'Académie royale de Belgique, mais aussi de notre consoeur flamande, la Koninklijke Vlaamse Academie van België, et décerne annuellement un prix pour couronner une thèse de doctorat inédite qui constitue une contribution originale et importante à l'histoire des villes et communes situées dans les limites de la Belgique actuelle ou dans les principautés qui en firent partie. La période chronologique prise en considération s'étend, et vous comprenez avec la période chronologique pourquoi il s'agit des limites de la Belgique actuelle, puisque ça s'étend de l'Antiquité jusqu'à la période contemporaine. Le prix est décerné cette année à monsieur Stef Espeel, docteur en histoire de l'Universiteit Antwerpen, chercheur postdoctoral aux Archives générales du Royaume et à l'Université libre de Bruxelles pour sa thèse « Prices and Crisis, the Grain Economy in 14th Century Flanders » en 2021, thèse en co-tutelle entre l'Université d'Anvers, l'Université Antwerpen et l'Université libre de Bruxelles. Nous félicitons M. Espeel. Voilà.
Nous voulions terminer cette séance publique avant 17 h. Regardez vos montres, c'est fait. Mais je voudrais quand même, avant de vous laisser, adresser des remerciements extrêmement chaleureux, bien sûr à nos orateurs du jour, bien sûr à la directrice de la classe, Myriam Waté-Delmotte, bien sûr in absentia à Cynthia Fleury, certainement à notre confrère Karl Avlanche de la classe des arts, mais aussi, même s'ils ne sont pas nécessairement présents cet après-midi, à tout le personnel de l'Académie qui a œuvré pour préparer cette séance bien longtemps en amont, et si tout s'organise à peu près bien, c'est bien grâce à eux. Ils sont tous concernés par mes remerciements, mais je voudrais tout particulièrement adresser les remerciements bien sûr de la classe et du secrétaire perpétuel à Serge Alexandre, qui est le secrétaire adjoint de la classe, mais également à Alberto Fernandez Munoz, qui s'occupe de la technique, qui est peut-être même, mais je suis ébloui par le projecteur, qui est peut-être même en cabine, donc il nous entendra le remercier, et aussi à Loredana Bouchemi, qui est l'auteur de l'infographiste, auteur de l'invitation et du PowerPoint que j'active une dernière fois. Voilà, il me reste, sur cette musique très sympathique, à vous inviter pour prendre un verre à l'étage, à la Galerie de Marbre, un cocktail où nous pourrons rencontrer à nouveau les lauréats de ce jour et les orateurs et leur dire tout le bien que nous pensons d'eux. Merci beaucoup, excellent après-midi.